Saluti partigiani. Troisième revue de presse avec quoi? 2 semaines de retard sur les prévisions. Alors avançons. On va parler terrorisme, prison, relations internationales, Brésil et boycott. Un peu tard pour le Monde Diplo de juillet, donc on va passer au-dessus, d'autant que le site lui-même est déjà fort en avance par rapport au journal papier. Dans le numéro de juillet, vous risquez fort cependant d'être surpris par un article sur l'Inde. Si vous croyiez qu'il s'agissait de la plus grande démocratie du monde et d'une république laïque, vous allez être déçu. C'est un article coup de poing vraiment enrichissant. Si vous n'avez jamais entendu parler de Georges Ibrahim Abdallah, lisez l'article actuellement seulement en ligne puisqu'il rebondit sur une information toute récente, l'annonce de sa libération prochaine après plus de 40 ans de détention. Découvrez pourquoi cet homme, qui a sans doute été condamné pour un crime qu'il n'a pas commis, était libérable depuis 25 ans et ne le sera pour être expulsé de France que dans quelques jours. L'influence des USA sur le prolongement de cette peine doublement injuste n'est pas vraiment un secret. On sait par exemple que la secrétaire d'État Hillary Clinton avait fait pression sur Laurent Fabius pour que le Libanais reste sous les verrous. Et c'est Manuel Valls qui, à l'époque ministre de l'Intérieur, a pris la responsabilité d'empêcher cette libération, avec la complicité passive de François Hollande, alors président. N'hésitez pas à découvrir en détail l'ensemble de cette magouille politique qui s'est faite sur le dos à la fois d'un individu, d'une cause légitime de lutte d'émancipation nationale et en partie d'un peuple déchiré depuis de nombreuses décennies. Alors je vous avais promis un bon article général. Ou plutôt un article informatif mais limité, qu'il s'agit de compléter notamment avec les dernières nouvelles. Ces articles instructifs, qui se trouvent sur Wikipédia, sur l'état de nos relations globales avec l'État d'Israël, manquent cependant de détails sur les dernières années. Il vous donnera les informations techniques et les détails sur ce que sont ces accords privilégiés que nous entretenons avec différents États, notamment dans les Balkans, et qui renvoie à cet article-ci, mais aussi et de manière très particulière depuis 1995 avec Israël. Et là, on revient sur cet article-là. S'il y est mentionné que l'Union européenne a légèrement remis en question les relations commerciales avec son partenaire quant aux activités productives réalisées par des entreprises israéliennes dans les territoires occupés depuis les années 2013, rien n'est véritablement dit sur ces dernières années, en particulier depuis les suites du 7 octobre et le rasage systématique de la bande de Gaza, entraînant ce que maintenant de nombreux experts, y compris des historiens israéliens de la Shoah, appellent un génocide. Or, il y a matière, et c'est un article d'Amnesty International, en l'occurrence sur amnesty.be, qui peut vous l'apprendre. Une demande de suspension de cet accord a été déposée en mai dernier, mettant les États de l'Union européenne et la Commission face à ses responsabilités. Continueront-ils à encourager le génocide en cours? L'examen mené par l'Union européenne a clairement montré qu'Israël bafoue ses obligations relatives aux droits humains au terme de l'accord d'association. Pourtant, au lieu de prendre des mesures pour y mettre fin et prévenir leur propre complicité, les États membres ont choisi de maintenir un accord commercial préférentiel plutôt que de respecter leurs obligations internationales et de sauver des vies palestiniennes. Et en effet, l'accord en question prévoit dans son article 2 la nécessité pour les deux parties de respecter les droits de l'homme. Manifestement, pour la majorité des gouvernements des États membres, rien ne se passe en Palestine occupée. Le 15 juillet, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont réunis à Bruxelles afin de décider de suspendre ou non l'accord d'association Union européenne-Israël. 10 possibilités ont été présentées aux États membres, parmi lesquelles la suspension totale de l'accord, la suspension par l'UE de ses composantes de commerce préférentielles et ou de recherche, un embargo sur les armes, des sanctions à l'encontre des ministres israéliens, la fin de la possibilité pour les citoyens et citoyennes israéliens de se rendre dans l'Union européenne sans visa, ou l'interdiction du commerce avec les colonies israéliennes. Aucune de ces options n'a recueilli le soutien nécessaire lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères qui s'est tenue mardi 15 juillet. Les États membres doivent désormais prendre des mesures unilatérales ou concertées afin de mettre leurs actes en conformité avec le droit international, qui l'emporte à la fois sur le droit de l'Union européenne et sur le droit national. Ils peuvent par exemple se comporter comme si l'accord était suspendu, et devrait mettre unilatéralement fin à toutes les formes de coopération avec Israël susceptibles de contribuer à ces graves atteintes au droit international, notamment en prenant des mesures pour empêcher les relations commerciales ou des investissements qui aident au maintien de la situation illégale créée par Israël dans le TPO, comme l'a souligné la Cour internationale de justice dans son avis consultatif de 2024. Alors je vous avais promis un commentaire sud-américain à partir du journal sans doute le plus à gauche du sous-continent brésilien, en tout cas accessible en kiosque, au Brésil bien sûr, en portugais, mais aussi en ligne. Brasil de fato, un article sur le judiciarisme à l'envers intitulé « Trump volta a atacar a justiça brasileira e relaciona tarifação ao Bolsonaro em carta ao ex-presidente ». Donc Trump revient à l'attaque, vient à attaquer de nouveau la justice brésilienne et fait le lien entre les taxes qu'il va imposer aux produits brésiliens à la situation de Bolsonaro dans une lettre qu'il écrit à l'ancien président Bolsonaro donc. Le président des États-Unis, Donald Trump, s'est de nouveau manifesté à propos du procès au pénal contre Jair Bolsonaro, l'ancien président brésilien, pour tentative de coup d'État dans une lettre publiée le 17 juillet
sur le réseau social dont il est le propriétaire, Truth Social. En gros, Trump affirme que Bolsonaro est victime d'un système injuste et réclame l'annulation d'un jugement qui menace l'ancien président d'extrême droite de 40 ans de prison. Là, vous avez ici la jolie lettre de Trump. Voilà. Ce n'est qu'un nouvel épisode des tensions qui existent entre Trump et le gouvernement brésilien. Alors que Bolsonaro est tout de même mis en cause pour tentative de coup d'État, Donald Trump affirme que c'est sa liberté d'expression qui est en cause. Trump dès lors menace le Brésil d'augmenter les droits de douane des produits brésiliens importés aux USA jusqu'à 50%. Oh les sourcils. À propos de commerce international et de mesures de rétorsion, je vous propose une initiative intéressante et à discuter transmise par Lockyer. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec le processus, que je trouve au moins sujet à controverser. Non pas tant parce qu'il serait radical, mais au contraire parce qu'il ferait plutôt figure de modération du capitalisme. Pour autant, je me contente de lire les notes de Lockyer et de vous laisser y réfléchir. Parce que pour moi, c'est ça le débat, donc c'est exposer un fait et laisser les spectateurs ou les auditeurs ou les lecteurs réfléchir à la question en se posant les éléments de réflexion. Donc le site s'appelle boycott-usproducts.eu. Il est écrit essentiellement en anglais et voici ce que Lockyer écrit à son sujet. Le but d'organiser un boycott des produits américains est très clairement de faire appel à notre pouvoir de consommateur. La méthode dispose de plusieurs avantages. Elle fait appel au libre arbitre de chacun. Il est possible de boycotter partiellement, intégralement ou pas du tout. On parle bien d'un mouvement d'incitation sans contrainte aucune. Elle cible des entreprises et non des individus. Entreprises qui se font déjà du pognon en barre et dont les produits sont bien trop souvent des produits de merde. Comme faire les pages du site consacrées à l'alimentation, les boissons et les fast-foods. Elle permet de repenser ses modes de consommation et de privilégier une consommation plus locale et éco-responsable. Quant à la manière dont les entreprises ont été choisies, c'est très simple. Dès que la maison mère est domiciliée aux États-Unis, l'entreprise se retrouve dans la liste, peu importe que certains de ses produits soient fabriqués, assemblés en Europe, et peu importe qu'il s'agisse d'une joint venture ou seulement une partie du capital est détenue par l'entreprise américaine. L'exercice est loin d'être simple et je me suis essentiellement aidé des informations publiques publiées par la SEC aux USA, ainsi que cet excellent outil de tracking qui s'appelle easytamerican.eu, mais qui n'est pas toujours fiable à 100%. À noter que nous avons choisi de ne pas inclure les plateformes de streaming et Hollywood. Nous considérons que l'art ne devrait jamais être boycotté, ainsi qu'à notre grand regret le Big Pharma pour des raisons évidentes de responsabilité individuelle qui pourraient nous être reprochées. L'approche est la suivante. Nous laissons la porte à un choix individuel de chacun, mais en précisant qu'il est mieux d'en parler avec son médecin traitant avant d'envisager quoi que ce soit. Certains médicaments fournis par des Big Pharma américaines ne connaissent pas d'équivalent alors que d'autres bien. Pour votre info, nous répondons à pas mal de questions, donc Lockyer et ses copains. Nous répondons à pas mal de questions sur cette page, donc https://boycott-usproducts.eu/q-and-a. Je crois qu'elle est ici, voilà, ici en haut à droite. Est-ce qu'on la voit? Oui, c'est ça, en haut à droite, là, en Q et A. Voilà, je vous laisse en juger par vous-même. Je vais juste quand même vous montrer deux, trois petites choses. Donc ici, hein, vous voyez, les produits les entreprises sont classées par type. Hein, et vous pouvez par exemple aller dans Food et vous allez tomber sur Chiquita, Clearbot, Coca-Cola Company, etc., etc., etc. Et vous avez notamment Kellogg's qui est là, et on va reparler de Kellogg's tout à l'heure, etc., Quaker. Alors évidemment, il y a les fast-food, il y a la fashion sphere, avec Abercrombie, Carhartt, Coach, Gap, Guess, Levi's, Marc Jacobs, PVH, Calvin Klein, Ralph Lauren. Oui, j'avoue que je suis pas très concerné, etc., etc. Vous avez le transport, le pétrole. Alors, le pétrole, évidemment, pas facile d'avoir des idées claires sur le pétrole, mais bon, on en a tous besoin, malheureusement. Voilà, donc je vous laisse en juger par vous-même. Je vais juste émettre une opinion personnelle sur base d'un exemple et ensuite poser ça là. Il y a quelques jours, Ferrero, la marque italienne détentrice notamment de Nutella et Kinder, a acheté pour 3 milliards d'euros la marque Kellogg. Je mets ça là, cher Lockyer. Faut-il boycotter la plus célèbre pâte à tartiner du monde ou au contraire, maintenant que Ferrero est propriétaire de Kellogg, peut-on racheter des paquets avec le coq? Ou y a-t-il des positions intermédiaires ou plus radicales? Voilà, comme ces derniers temps, je suis perclus à la fois de travail et d'un petit souci de motivation et d'émotion, je ne vais rien promettre. Théoriquement, si je continue correctement mon tour du monde, je devrais changer de continent. Mais j'aimerais évoquer les élections présidentielles en Bolivie qui arrivent au mois d'août. À ce sujet, je suis à la recherche de quelques sources. Ciao, partigiani!